Même au début des années 2000, nous avions ce concept d'être une passerelle entre l'Est et l'Ouest, n'est-ce pas? Et ce concept était vivant et il apportait certains avantages. Nous avons bénéficié du transit, notre secteur financier national en a bénéficié parce que nous avions de très bons liens avec la Russie. C'était un bon modèle jusqu'à ce que toute cette histoire anti-russe commence, surtout après 2014. Notre géographie ici est notre avantage. Mais au lieu d'être cette passerelle, nous avons choisi de devenir un avant-poste dépressif de l'Europe, n'est-ce pas? C'est la tragédie de la Lettonie. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je parle avec Roman Skleniks, un ancien journaliste en Lettonie qui, avec un activiste politique et ancien politicien de Lituanie, dirige une plateforme de discussion opposée aux médias traditionnels dans les États baltes. Ensemble, nous voulons parler des médias et de la situation politique dans les pays baltes. Alors Roman, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Merci d'être venu en ligne. Vous m'avez en fait contacté parce que vous êtes journaliste et que vous travaillez sur votre propre reportage. Il y aura donc une deuxième partie de cette discussion qui sortira plus tard sur votre plateforme. Mais j'étais vraiment impatient d'obtenir des informations de votre part sur la situation dans les pays baltes. D'après ce que je comprends, vous faites partie de la minorité russophone en Lettonie et vous produisez des informations en langue russe pour les citoyens baltes. Les citoyens baltes russophones, parce que vous êtes letton, un citoyen letton qui parle russe. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet dans nos médias, mais je n'ai jamais eu l'occasion de parler à quelqu'un. Pourriez-vous peut-être nous dire, avant tout, quelle est la situation actuelle pour votre type de minorité? Comment êtes-vous intégré dans la société lettonne? Que vous arrive-t-il? Oui, c'est une histoire longue et difficile, mais je vais essayer de la rendre courte. Il s'agit de la manière dont la politique anti-russe et les sentiments anti-russes conduisent à des conséquences assez désastreuses pour la soi-disant nation titulaire, pour les Lettons. Si nous parlons des Russes en Lettonie, c'est une histoire très compliquée, comme je vous l'ai dit. D'une part, je ne veux pas être d'accord avec ceux qui disent que nous avons ici quelque chose comme un régime de style nazi. Non, ce n'est pas si grave. Définitivement pas si grave. Mais d'autre part, je dirais que la politique nationale a été dégoûtante pendant toutes ces années. Et avec le début de la guerre en Ukraine, cela s'est aggravé. Nous avons la soi-disant politique d'intégration. L'idée était que les Russes dans la société lettonne sont en train de s'intégrer. D'ailleurs, on m'a déjà mentionné comme un très bon exemple d'un Russe intégré en Lettonie. Je parle le letton mieux que le russe. Je devrais réfléchir à 2 fois avant de répondre « Quelle langue est ma langue maternelle ?» Oui, je devrais y réfléchir à 2 fois. Quand je travaillais sur certains projets à Bruxelles, j'avais des réunions avec certains députés européens et des politiciens lettons de droite, nationalistes, et ils me disaient « Roman, vous êtes un très bon exemple d'un Russe intégré dans la société lettonne. » Et dans un certain sens, c'était vrai. J'étais totalement loyal à ce pays. Oui, j'étais en désaccord avec certains arguments de la politique nationale. Je n'ai jamais pensé que diviser la nation en citoyens et non-citoyens était une énorme erreur, ni de fermer les écoles russes. Mais malgré tout, en général, j'ai toujours été totalement loyal envers ce pays. Mon idée était, vous savez, que la Lettonie est un nouveau pays avec un passé historique difficile. Et je pensais que peut-être ce genre de politique était comme une phase adolescente, vous savez, et que, avec le temps, le pays et les politiciens eux-mêmes deviendraient plus matures et réaliseraient que le monde est un peu plus compliqué.
Mais cette maturité n'est jamais arrivée. Au lieu de grandir, les choses ont empiré, surtout lorsque le conflit en Ukraine a commencé. À un moment donné, la soi-disant intégration des Russes est devenue la transformation des Russes en Lettons. Integration of Russians became remaking the Russians into Latvians. Imagine in Switzerland, you will have to try. Imaginez en Suisse, vous devriez essayer de transformer un Français en Allemand. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, n'est-ce pas? En disant refaire des Russes en Lettons, je veux dire. Cela signifie que vous devez adopter une vision vraiment simplifiée de l'histoire, de la culture et du monde qui vous entoure. Cela conduit donc à une pensée très simpliste, et je devrais dire que c'est une chose très dangereuse, parce qu'en fin de compte, cela signifie que vous construisez cet État national sur une base d'humeur anti-russe. L'objectif principal n'est pas comment être pro-letton. L'objectif principal est comment être anti-russe. Et je peux vous rappeler les résultats de telles idées. C'était le deuxième président de l'Ukraine, Leonid Kuchma, et il a écrit un livre, Ukraina ce ne Rossia, ce qui signifie l'Ukraine n'est pas la Russie. Ukraine is not Russia. I think it's a bad idea to define. Je pense que c'est une mauvaise idée de définir votre pays comme étant anti quelque chose, au lieu d'être pro quelque chose. J'aimerais voir mon pays, ma Lettonie, comme une puissance industrielle comme la Suisse. Avec des entreprises telles que Roche, Nestlé ou Novartis, j'aimerais que nous réfléchissions tous dans ces catégories sur la manière de développer notre pays. Au lieu de cela, nous sommes devenus un avant-poste dépressif de l'Europe. En fin de compte, cette politique mène à des conséquences terribles, également pour la majorité lettonne vivant dans notre pays. Que veux-je dire par conséquences terribles, n'est-ce pas? Tout d'abord, économique. Nous savons tous que l'Europe est au bord de l'effondrement économique à cause des sanctions anti-russes, n'est-ce pas? Eh bien, dans le cas des États baltes, c'est 2 fois pire, surtout en Lettonie, où notre économie dépendait largement du transit. En période de prospérité, cela représentait environ 20%, un cinquième de notre PIB. Maintenant, c'est parti. Certains économistes disent que notre compagnie ferroviaire était l'un des plus grands contribuables ici en Lettonie. Maintenant, certains économistes disent que nous devrions démolir nos rails. Nous n'en avons plus besoin. Imaginez cela. Nous connaissons tous les prix de l'énergie en ce moment. Pensez simplement au type de développement que nous pouvons espérer ici. De quelle compétitivité nous pouvons parler si nous avons des prix de l'énergie ici plus élevés que dans les pays voisins comme la Finlande ou la Suède, n'est-ce pas? Oui. C'est donc une autre question pour notre politique. Comment se fait-il que nous ayons, comme on dit, le marché commun de l'énergie appelé Nord Pool, mais que le soi-disant prix spot de l'énergie soit beaucoup plus élevé, 10 fois plus élevé qu'en Finlande, par exemple, n'est-ce pas? C'est une autre question. Et tout récemment, nous avons entendu que les pays baltes ont annoncé très fièrement qu'ils sont désormais complètement déconnectés de l'électricité russe. Il n'y a plus d'électricité russe qui circule. Et c'était un moment de fierté. Mais cela ne va-t-il pas rendre l'électricité encore plus chère pour vous? Eh bien, de toute façon, même si nous avons acheté l'énergie à la Russie, nous l'avons achetée au prix du marché, qui était dicté par le marché de l'énergie dit Nord Pool. Mais la question intéressante ici est, comme je l'ai dit, qu'en même temps, nous avons ce marché commun et nous faisons partie du même marché que la Finlande, n'est-ce pas? Mais la Finlande a des prix de l'énergie dits spot, parfois 10 fois moins chers que ceux que nous avons ici en Lettonie. En fait, la situation en Lettonie n'est pas aussi mauvaise qu'en Lituanie. La Lituanie avait sa propre centrale nucléaire, n'est-ce pas? Mais ils l'ont fermée lorsqu'ils ont rejoint l'URBOR. C'est une autre histoire, une longue histoire. L'URMember a promis qu'elle en construirait une nouvelle, mais environ 16 ans ont passé et nous ne voyons toujours aucune activité à ce sujet.
have, we don't see any activity of that. Lithuania is. La Lituanie achète environ 80% de son énergie à l'étranger. Donc oui, ils ont un énorme déficit énergétique. Et d'un autre côté, juste à côté, vous avez la Biélorussie. Ils viennent de construire une nouvelle centrale nucléaire avec de l'énergie bon marché. Mais nous nous déconnectons de ce réseau, n'est-ce pas? Donc, tant que les conditions météorologiques sont bonnes, nous produisons suffisamment d'énergie ici. Mais la grande question est, en cas d'été sec ou d'hiver très froid, que ferons-nous alors? Nous avons eu un exemple en 2021 lorsqu'il y a eu un été de sécheresse en Suède. C'était la crise énergétique. Et la Suède peut dire, les gars, nous avons besoin de notre énergie ici, donc nous ne voulons plus vous en vendre. Que ferons-nous alors? Je ne sais pas. Donc en général, la situation est que les États baltes se découplent maintenant volontairement de la Russie, dans une large mesure, ainsi que de la Biélorussie et de ses États voisins, ce qui est intrinsèquement un facteur de risque, car vous réduisez les options d'obtenir de l'énergie et de l'interconnectivité économique. Mais d'un autre côté, n'est-ce pas encore pire? Quelle est la rhétorique dans les États baltes à propos de la Russie? Parce que les tons les plus bellicistes que j'ai entendus de la part des Européens viennent souvent soit de politiciens baltes, soit de politiciens polonais. Cette mémoire dans les pays baltes est bien sûr très spéciale, parce que vous faisiez partie de l'Union soviétique, pas seulement comme la Pologne, un État satellite, un pays séparé dépendant, mais politiquement dépendant. Vous faisiez partie de l'Union soviétique. Quel impact cet héritage a-t-il eu sur l'état d'esprit de nombreux Lettons, qu'ils soient lettons? Comment devrions-nous les appeler? Locuteurs natifs lettons ou locuteurs russes qui ont immigré en Lettonie pendant l'époque soviétique. Pouvez-vous démêler cela un peu? Oui. Vous savez, je dirais que ce n'est pas seulement une question d'économie. Je l'appellerais une crise, aussi une sorte de crise d'identité. En russe, je l'appelle une crise, ce qui signifie la crise de la pensée en noir et blanc, une pensée très simpliste. L'idée d'être un avant-poste anti-Russie a endommagé non seulement l'économie, mais aussi notre vision du monde, notre regard sur notre histoire. Cela conduit à cette pensée très simpliste. Tout le temps, ils essayent de nous vendre l'idée que la Russie a toujours été l'agresseur. Vous savez, ne rêvant que d'asservir nos pauvres nations baltes. En fait, la première question ici est pourquoi ne pas avoir peur des Allemands, n'est-ce pas, dans le cas des États baltes. Quoi qu'il en soit, c'est une catastrophe cognitive, on pourrait le dire comme ça. Cognitive catastrophe, you can say like that. Ironically, but we forget that. Ironiquement, nous oublions que l'idée même, si nous regardons l'histoire, de petites nations souveraines dans la partie occidentale de l'Empire russe, vient des intellectuels russes. C'était au milieu du XIXe siècle, à une époque où aucun Letton ne rêvait d'un État national. Le penseur russe Mikhail Bakounine a proposé cette idée de quelques petits États souverains à l'ouest de l'Empire russe. En fin de compte, tous les intellectuels lettons, qui ont ensuite promu l'idée d'un État national, ont reçu leur éducation dans les universités de Russie telles que Saint-Pétersbourg, Moscou et Tartu. Ils ont reçu leur éducation à une époque où l'on pouvait voir des panneaux dans les parcs de Riga qui appartenaient à des Allemands à cette époque, par des propriétaires terriens allemands, indiquant que l'entrée était interdite aux chiens et aux lettons, n'est-ce pas? Beaucoup de gens oublient que les pays baltes sont juste à côté de l'ancienne Prusse, n'est-ce pas? D'accord. Et regardez ce que nous avons maintenant. Nous avons cette guerre contre l'héritage soviétique en ce moment. Tout a commencé avec la démolition du monument aux soldats de l'armée rouge à Riga. Pour être honnête, c'est quelque chose que je n'oublierai pas non plus.
L'oncle de ma mère a été tué en 1945 dans cette guerre, n'est-ce pas? J'ai encore son petit portrait sur l'étagère chez moi et un petit livre de Pasternak, le poète russe, n'est-ce pas? C'est tout ce qui reste de lui. Mais cette déconstruction de la mémoire est allée beaucoup trop loin. Maintenant, nous avons quelque chose comme, je l'appellerais, le macarthisme contre la culture lettonne, n'est-ce pas? McCarthyism against Latvian culture, right? You remember that Senator MacArthur, right? Back in Vous vous souvenez de cela, sénateur McCarthy, n'est-ce pas? Dans les années 1950-1960 aux États-Unis. Le macarthisme, oui, oui. Il y a des discussions sur le déplacement de monuments dédiés à de grands écrivains et intellectuels, non seulement russes, mais aussi lettons, comme par exemple Andrzej Upitz, parce qu'ils étaient communistes. Imaginez qu'Ernest Hemingway soit interdit dans les écoles de Suisse pour être communiste, ou qu'une exposition Picasso soit fermée à Bâle parce qu'il était socialiste, n'est-ce pas? Ou imaginez le monument de Suvorov déplacé en Suisse, n'est-ce pas? Alors, Suvorov being displaced in Switzerland, right? Yeah, and this is happening right now. Et cela se passe en ce moment en Lettonie. Je veux dire, ce genre de tentative de purifier également la mémoire de l'interaction lettonne avec la Russie, n'est-ce pas? Interaction with Russia. maintenant, nous avons la discussion autour du monument des fusiliers lettons qui ont joué un rôle significatif dans la Révolution. Oui, ils étaient des fusiliers rouges, mais les gars, c'est de la folie. Vous essayez d'oublier votre propre histoire en ce moment. Own history right now, yeah. And of course, They're trying Ils essaient de construire une version idéalisée de l'histoire. version of history. right. And of course, D'accord. Et bien sûr, cela conduit également à une guerre contre les expressions d'opinion alternatives. En considérant la même guerre en Ukraine, nous avons eu des médias fermés. Comme je vous l'ai dit auparavant, nous avons eu ce problème avec notre chaîne YouTube, la perspective d'Anis Petko, qui a été bloquée en Lituanie. Elle avait environ 150 000 abonnés, ce qui est beaucoup pour les États baltes. Nous en avons assez du nombre de fois où elle a été bloquée. Maintenant, nous avons une histoire vraiment récente d'ailleurs, qui s'est passée en Lettonie. Le journaliste d'investigation letton, Lato Lapsa, a été arrêté il y a 2 semaines. Maintenant, il est libre. Il a été arrêté pendant 2 jours. Il enquêtait sur une fraude financière liée aux dépenses militaires lettonnes. Vous savez, nous achetons du matériel militaire. Nous voulons atteindre l'objectif de dépenser 5% de notre PIB à des fins militaires. Donc, Lato Lapsa enquêtait sur cette question. Il a des informations selon lesquelles environ 1/3 de ses dépenses est détourné. Ainsi, cette pratique de la guerre contre la liberté d'expression a conduit à une situation où des journalistes lettons sont arrêtés. Donc, nous pouvons nous féliciter. C'est ainsi qu'un boomerang fonctionne, n'est-ce pas? Cela a commencé avec des journalistes russes, mais maintenant nous avons aussi des journalistes lettons qui sont attaqués, n'est-ce pas? Et un autre exemple de politique totalement erronée. Nous avions environ 50 000, je pense, de citoyens russes vivant en Lettonie avant le début du conflit en Ukraine. D'accord, ils ne sont pas traités aussi mal que les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de camp de concentration construit ici. Mais encore une fois, vous devez comprendre que ces personnes ont vécu leur vie ici. Ce sont principalement des personnes âgées. Ils ont des proches ici. Ils ont des amis ici. Mais ils sont traités comme une menace pour le pays. On leur demande de passer des examens en langue lettonne et de prouver leur loyauté envers l'État. Sinon, ils sont expulsés. Le dernier scandale que je connais est qu'il y a une menace d'expulsion de religieuses du monastère orthodoxe de Riga parce qu'elles sont citoyennes russes et ne parlent pas le letton. Je pense que cela est allé beaucoup trop loin.
This is insane for C'est insensé pour un État membre de l'UE, l'UE qui se vante d'être si ouverte, diverse et accueillante. Évidemment, il se passe quelque chose de très sinistre. Je dois aussi poser des questions à ce sujet, parce qu'en ce moment, alors que l'USAID a été fermé, nous avons entendu beaucoup de protestations de la part des médias et aussi de Reporters sans frontières, disant que tant d'argent a cessé d'affluer pour les médias indépendants. Les médias indépendants ne sont plus financés. C'est tellement horrible. Les médias indépendants s'effondrent. Avez-vous déjà été financé par l'Union européenne ou les États-Unis pour votre initiative médiatique en langue russe? Les médias indépendants sont-ils is independent media that did you ever all our receive funding media- from any part of this? You have to understand that Tous nos médias. Vous devez comprendre que la Lettonie et chaque État balte, en fait, est un très petit marché, n'est-ce pas? Et cela a toujours été un problème pour les médias lettons, car ils sont tous financés par une sorte de fonds. Par exemple, lorsque je travaillais pour l'Agence nationale de presse, nous avions ces programmes financés par le Parlement européen. Mais je dirais, sinon nous n'avions tout simplement pas de tel budget pour aller, par exemple, à Bruxelles pour couvrir certaines histoires, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc oui. Mais vous savez, une autre chose que je veux vous dire, c'est comment toutes les crises ukrainiennes sont couvertes ici. Et c'est aussi une histoire intéressante parce que j'ai également visité l'Ukraine en tant que journaliste. Et vous savez ce qui a été le plus grand choc pour moi quand j'ai visité l'Ukraine? Ce n'était pas la guerre elle-même. Le plus grand choc pour moi en Ukraine a été lorsque j'ai vu tous ces sites industriels dans les régions de l'Est, comme Kharkov, Dnipro, Kryvyi Rog ou Zaporozhye. Je ne peux les comparer qu'à quelque chose que l'on peut voir en Allemagne, dans la région de la Ruhr, le cœur industriel, disons, de l'Europe, pas seulement de l'Allemagne. Il faut comprendre que c'était les installations où étaient produits des moteurs de fusée, des moteurs d'aviation, des technologies pour les centrales nucléaires et bien d'autres choses, n'est-ce pas? Et puis on réalise le potentiel réel de ce pays. Imaginez simplement le type de connaissances qui étaient accumulées, n'est-ce pas? Et ce qui est plus important, c'est que l'on comprend que la tragédie de l'Ukraine a commencé bien avant 2022. Elle a commencé avec une association absolument aveugle, je dirais, stupide et corrompue, avec l'Europe, qui détruit industrie. Parce que ces sites se dégradent. Est-ce là? Ils sont en désordre. Ils n'ont pas été utilisés. In disarray, they were not used. Yes, because they were all pretty much Oui, linked to Russia, oui, oui, oui. right? Parce qu'ils étaient tous plus ou moins liés à la Russie, n'est-ce pas? Historiquement, ils dépendaient de ces liens. Et c'est un excellent exemple de la politique définie par le président Kuchma. L'Ukraine n'est pas la Russie. D'accord. Vous avez défini que vous n'êtes pas la Russie, mais vous n'avez pas défini qui vous êtes alors. Et tout ce que vous faites, c'est détruire les anciens liens économiques sans en créer de nouveaux, n'est-ce pas? C'est un suicide. Ensuite, vous commencez à comprendre les racines du conflit. Ensuite, vous commencez à comprendre pourquoi le Donbass ne voulait pas aller dans cette direction. En fait, Kharkov et Odessa ne voulaient pas non plus y aller, mais leur position a été réprimée. Le Donbass pour l'Ukraine était le même que la région du Rhin-Ruhr en Allemagne. The Rhine-Ruhr region in Germany. Yeah? And imagine there's a revolution in Berlin. Et imaginez qu'il y ait une révolution à Berlin et que des forces pro-russes, par exemple, prennent le pouvoir, n'est-ce pas? Et qu'elles disent à l'État fédéral de la région du Rhin-Ruhr, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, je pense que c'est la Westphalie ou quelque chose comme ça. Et les gars, arrêtez de parler votre dialecte natal et de commercer avec la France et les États-Unis et d'autres. Maintenant, nous ne commercerons qu'avec la Russie, n'est-ce pas? Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Je pense que ces gars-là auraient beaucoup de questions pour le gouvernement fédéral. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine, mais personne n'en parle de cette manière.
Et bien sûr, cela s'est terminé en conflit. Cela aurait pu être différent, en fait. Et d'une certaine manière, la même chose se passe avec les États baltes. C'est juste. Vous savez, on parle beaucoup de la dissolution de l'Union soviétique et de la façon dont l'Union soviétique s'est effondrée. Mais on ne parle jamais vraiment de la manière dont les États successeurs se sont ensuite reconstruits ou de ce qui a changé, n'est-ce pas? Parce que c'était une union. Et encore une fois, comme l'Union européenne est une union, l'union de différents territoires qui s'organisent ensemble économiquement et politiquement. Et d'accord, l'Union soviétique, on peut discuter de combien de cela était volontaire et combien était fait sous la contrainte. Oui, mais qu'il s'agissait d'un arrangement politique et économique est indéniable, je crois. Et puis cela s'est effondré. Et la plupart des Européens de l'Ouest ne comprennent pas à quel point cela a été difficile dans les années 1990 pour les Russes, les Ukrainiens et les Biélorusses. Eh bien, je veux dire, quelques autres comme les États baltes ont été immédiatement intégrés à l'Ouest, mais d'autres États ont été ostracisés, en particulier la Russie. Jeffrey Sachs a beaucoup à dire à ce sujet, sur la non-intégration délibérée de la Russie dans la maison commune européenne. Et maintenant, nous souffrons, même 30 ans plus tard, des lignes de faille qui ont été créées. Et vous créez ces lignes de faille non seulement entre les États, mais aussi au sein des pays. Donc même au sein de petits États comme la Lettonie, avec environ 2 millions de personnes, n'est-ce pas? Oui, ce sont des chiffres officiels. Mais en réalité, nous ne connaissons pas la situation démographique réelle, car pendant ces 30 années d'indépendance, nous avons perdu quelque chose comme un tiers de notre population, n'est-ce pas? C'est une catastrophe démographique, en fait. Et il est difficile de donner des chiffres exacts parce que, par exemple, même mes amis autour de moi, environ la moitié d'entre eux, travaillent, par exemple, 2 ou 3 mois en Allemagne, puis 1 mois en Lettonie. Mais ils sont toujours citoyens lettons, n'est-ce pas? Et ils ont des emplois. Donc en gros, dans les statistiques, il est indiqué qu'ils vivent ici. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Je vois. Alors, la société lettonne a-t-elle globalement guéri les blessures du passé ou se sont-elles aggravées? La division de la société est-elle pire qu'il y a 30 ans ou est-elle meilleure? Je pense qu'avec toutes ces mesures de propagande en place, la situation empire encore. Il y a une guerre cognitive en cours en ce moment. Et vous savez, l'idée que la Russie, quoi qu'il en coûte, veut occuper notre pays, qu'elle est un agresseur par nature, est profondément ancrée dans notre société. D'un autre côté, nous avons l'idée que l'OTAN est une sorte de panacée contre toutes les menaces. Ces idées sont largement diffusées par la propagande. Presque tout le monde ici est convaincu que l'article 5 de l'OTAN est notre assurance contre toutes les menaces. D'accord. Je devrais dire, les gars, lisez-le attentivement. Lisez-le attentivement. Parce qu'il ne dit pas que chaque membre de l'OTAN est obligé d'entrer en guerre en cas de conflit militaire, n'est-ce pas? Même si c'était le cas, nous savons tous, par l'histoire, que les accords internationaux et les unions sont en vigueur jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus, n'est-ce pas? Soyons réalistes. Soyons réalistes dans ce cas. Les nations intelligentes comptent toujours sur leur propre puissance, pas sur les unions. Nous connaissons tous cette leçon des classiques britanniques du grand jeu, n'est-ce pas? La guerre froide du 19e siècle. L'article 5 dit que the article number 5 says that in the case of attack, en cas d'attaque, les autres membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires pour fournir de l'assistance, n'est-ce pas?
Vous avez lu l'article très attentivement. Vous savez, même Jack Matlock, le dernier ambassadeur américain en Union soviétique, l'a dit. Quelqu'un, en cas de guerre, pourrait nous envoyer du popcorn pour mieux profiter de l'action, n'est-ce pas? Oui. Je veux dire, à bien des égards, l'article 5, tout le soutien que l'OTAN a apporté à l'Ukraine pourrait être accordé à n'importe lequel des États baltes s'ils étaient attaqués, et cela serait conforme à l'article 5. Il ne serait pas en violation de celui-ci en envoyant simplement du soutien et en laissant ensuite les Lettons, Lituaniens et Estoniens aller sous le feu des Russes. Cela serait totalement dans les possibilités de l'OTAN. Oui, 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 oui. Et maintenant, en fait, il sera très intéressant de voir comment notre opinion publique va changer lorsque nous entendrons davantage parler de cette affaire de dépenses militaires grâce à l'enquête du journaliste Lato Lapsa. Quand les gens commenceront à réaliser que pour certains, toute cette affaire d'agression russe n'était qu'un business. Mais d'ailleurs, l'histoire nous enseigne que c'est presque toujours le cas. Si vous avez lu L'histoire secrète des États-Unis de Peter Kuznick et Oliver Stone, vous trouverez des cas où des clous étaient vendus pour les besoins de l'armée à quelque chose comme 5 $ l'unité, n'est-ce pas? Mais en fin de compte, ce n'est pas juste un problème balte. Vous pouvez le voir partout en Europe. Il me semble que l'Europe n'est plus la même qu'elle était. Par exemple, en 2003, lorsque nous avons eu ces manifestations anti-guerre, les plus grandes manifestations de l'histoire enregistrées contre la guerre. Je pense qu'il est temps pour les Européens de commencer à reconnaître que tout cela a terriblement mal tourné, n'est-ce pas? Terriblement faux. Oh, désolé Pascal. Je veux juste dire une autre chose intéressante, qui contredit totalement l'hypothèse selon laquelle l'OTAN est notre panacée, n'est-ce pas? C'est l'humeur des investisseurs en ce moment. Il y a quelques mois, nous avons entendu la nouvelle que les plus grands fonds forestiers de Suède essaient de vendre les forêts qu'ils possèdent ici en Lettonie. Cela représente environ 2% de notre territoire. Ils essayent maintenant de les vendre, n'est-ce pas? Cela signifie donc que ces gens pensent que l'investissement dans notre pays n'est plus sûr. Ils ne pensent pas qu'il soit sûr de faire des affaires ici, n'est-ce pas? C'est aussi un indicateur. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Et regardez cela. Les gens d'affaires vivent du fait qu'ils prennent des décisions intelligentes au bon moment. Et ce que nous voyons, c'est une spirale d'escalade en Europe. Et une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie menée en Ukraine. Et tout le monde est conscient que cela pourrait devenir incontrôlable. Et les premiers à tomber seraient probablement les pays baltes, peut-être la Finlande, à subir des coups, n'est-ce pas? Peut-être la Suède, car ils font maintenant partie de cette alliance. Donc la question pour moi est, quand cela s'est-il produit? Quand ce retournement a-t-il eu lieu, ou soudainement essayer de devenir un ennemi de la Russie, a supplanté l'idée que d'être amical avec la Russie vous garderait en sécurité. Au lieu d'être en bon terme avec la Russie pour être en sécurité, le choix est d'être hostile, de dissuader la Russie et d'être en sécurité par la dissuasion. Pour moi, c'est une recette pour le désastre. Et je ne sais pas si, dans toutes vos observations au fil des ans en Lettonie, vous comprenez, la Lettonie que vous connaissez, a-t-elle toujours été un pays qui pensait que l'opposition à la Russie est ce qui garde le pays en sécurité? Ou y avait-il autrefois une autre façon d'aborder les questions de sécurité? Non, certainement pas. Même au début des années 2000, nous avions ce concept d'être un pont entre l'Est et l'Ouest, n'est-ce pas? Et ce concept était vivant, et il apportait certains avantages. Nous avons bénéficié du transit. Notre secteur financier national en a bénéficié
parce que nous avions de très bons liens avec la Russie. C'était un bon modèle jusqu'à ce que toute cette histoire anti-russe commence, surtout après 2014. Oui, après les événements en Ukraine. Oh, au fait, G7, je devrais vous raconter l'histoire. Je pense que c'est un excellent exemple de la façon dont les mêmes hommes d'affaires regardent la Lettonie. C'est une histoire sur la société suisse, Roche. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant la révolution, qui a eu lieu au début du XXe siècle en Russie, Roche är nog med hams famsig dem Swiss. la plus grande entreprise, d'accord. Donc la Russie était l'un des plus grands marchés pour Roche, n'est-ce pas? Et quand la révolution a eu lieu, quand les bolcheviks sont arrivés au pouvoir, Roche a quitté le marché russe. Mais après avoir quitté le marché russe, nous avons toujours ce bâtiment historique à Riga. Roche a construit une installation de production et le bureau principal pour la région ici à Riga. Alors vous parlez des années 1920, 1930? Oui, en 1930. Je pense que la construction du bâtiment a été terminée vers 1932, non? 1930. I think the building, construction of the building was finished something like 1932, right? But Mais pourquoi ont-ils choisi Riga? Qui faisait partie de l'Empire russe, et ensuite partie. À ce moment-là, non. Non. No. By that time, in 1930s, Riga was independent. À cette époque, dans les années 1930, Riga faisait partie d'un État indépendant. Mais ils voyaient Riga comme un moyen de peut-être entrer à nouveau sur le marché russe, n'est-ce pas? Donc ils voyaient aussi Riga comme une porte d'entrée vers la Russie. Ainsi, même l'histoire nous dit que c'est notre avantage. Notre géographie ici est notre avantage. Mais au lieu d'être cette porte d'entrée, nous avons choisi d'être un avant-poste dépressif de l'Europe. C'est la tragédie de la Lettonie. C'est pourquoi je voulais vous interroger sur la Suisse et peut-être un peu sur l'exemple de la Finlande et le concept de neutralité. Je pense qu'il y a de grandes leçons à tirer pour nous. I think there are great lessons to learn from for us. I mean, we will talk about that in the second part of this interview, but Je veux dire, nous en parlerons dans la deuxième partie de cette interview. Mais l'idée principale est que si vous êtes vraiment neutre, vous êtes amical avec tout le monde, n'est-ce pas? Vous n'avez que des amis, même si vos amis ne sont pas du genre amical, même si vos amis exercent beaucoup de pression sur vous. Mais sur le papier, les routes commerciales restent ouvertes et vous devenez cette passerelle contre la volonté de l'autre côté, toujours. Donc, la Lettonie, en un sens, est maintenant un exemple tragique d'un État qui pourrait être un pont de connexion en Europe, mais qui, au lieu de cela, érige maintenant un rideau de fer parce que, eh bien, je veux dire, des choses se sont passées et nous ne voulons pas exonérer les actions de la Russie. Nous ne voulons pas non plus tout blâmer sur l'Union européenne. Mais la dynamique est telle que la Lettonie, ainsi que l'Estonie et la Lituanie, pourraient devenir le prochain point focal de cet affrontement, au lieu de relier le foyer commun européen. instead of bridging the common European home. Yeah, and simply, you know, it's a trap. Oui, et simplement, vous savez, c'est un piège parce que dites-moi, qui investira dans ce pays? Qui ouvrira une production ici si nous voulons développer nos propres économies, si nous avons ce risque militaire énorme, n'est-ce pas, avec de si mauvaises relations avec la Russie et des prix de l'énergie énormes? Donc, aucun avantage du tout, n'est-ce pas? Nous détruisons nos propres économies. C'est une impasse. Right? We are destroying our own economies. It's a way to nowhere. And how big is the support though in the Et quelle est l'ampleur du soutien, cependant, dans la population lettonne pour la trajectoire politique actuelle? Permettez-moi de le formuler ainsi. Sur 10 personnes en Lettonie, combien seraient d'accord avec vous et combien seraient en désaccord et diraient par exemple « non, 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 non ». Le problème entier, c'est la Russie. Et tant que nous restons aussi proches que possible de l'OTAN et de l'UE, nous serons sauvés et nous prospérerons. we're going to be saved and we're going to be prosperous.
Vous savez, je pense que la propagande a fait son travail, et la plupart de la population ne sera pas d'accord avec moi dans ce sens. Peut-être pas tant que ça, mais la plupart. Mais je pense que c'est le cas dans toute l'Europe en ce moment. Cependant, d'après ce que je vois des activités sur les réseaux sociaux, de nouveaux canaux s'ouvrent, et cet état d'esprit change. Quelque chose commence à bouger dans la direction opposée. De nombreux Lettons, pas seulement des Russes, mais vraiment des Litshat, commencent à repenser ici. Demande que pour les nouvelles chambres ici. We will experience some changes here. So in a sense, the question is, will Latvia go... Donc en un sens, la question est de savoir si la Lettonie suivra la voie de la Géorgie ou de l'Ukraine. Je veux dire, elle se distingue parce que l'une a eu une très petite guerre avec la Russie, puis a pris une direction différente, décidant de rester aussi neutre que possible pour ne pas être prise en étau. Et l'Ukraine a dérivé pour devenir cette pointe de lance contre la Russie. Pensez-vous qu'il viendra un moment où les États baltes devront également décider s'ils veulent être une pointe de lance ou revenir à être un pont? J'espère que nous commencerons à envisager de devenir un pont. C'est un travail difficile de trouver un tel chemin, mais je ne vois tout simplement pas d'autre option. Sinon, nous deviendrons comme l'Ukraine. Nous voyons tous en temps réel ce qui s'y passe en ce moment. Le sénateur McGregor a mentionné que le nombre de victimes de la guerre du côté ukrainien est de plus d'1 million, n'est-ce pas? Alors nous devrions nous demander, est-ce que nous voulons cela? Non, la réponse est non. La réponse est un non catégorique. La question est, comment combattons-nous les personnes qui parviennent à rendre cet avenir attrayant? Parce qu'ils sont ces fous. Je veux dire, les fous. Nous combattons maintenant. Nous combattons maintenant. Ils ont dit, il y a des néoconservateurs aux États-Unis qui ont dit, nous ferons de l'Ukraine l'Afghanistan de l'Europe pour la Russie. Et maintenant, nous avons la situation où cela s'est produit. Pourquoi quelqu'un voudrait-il être cela? C'est ce qui doit être démantelé. C'est la situation. Dernière question, la situation des médias indépendants dans les pays baltes. Êtes-vous encore capable de diffuser et de faire passer votre message? Ou avec quoi luttez-vous actuellement? Prudemment. Prudemment, je suis capable. Mais en même temps, le principal canal, la perspective, la dernière fois qu'il a été bloqué, c'était quelque chose comme... C'était en Lituanie, n'est-ce pas? Il est basé non pas en Lettonie, mais en Lituanie. La dernière fois qu'il a été bloqué, c'était il y a environ 2 ou 3 semaines, n'est-ce pas? Donc... Eh bien, j'espère qu'il restera ouvert. Et donc, si les gens veulent en savoir plus sur vous, comme la plupart des spectateurs de cette chaîne parlent anglais, produisez-vous aussi quelque chose en anglais? Pas pour le moment, mais nous allons commencer à y réfléchir. D'accord. Une fois que cela se produira, faites-le moi savoir et je distribuerai les liens, etc. Roman Sklenix, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Sklenix, thank you very much for your time today. Merci.